Alors, on va enchaîner sur la présentation du programme de cette année. Alors, sachant qu'en fait, ce matin, on est plus sur du teasing, on va dire, hein, par rapport aux différents projets, différentes actions de l'année. Et la semaine prochaine, en fait, donc, est organisé un webinar quotidien qui sera pour chacun de ces projets l'occasion d'être le kick-off, la réunion de lancement, et qui permettra d'approfondir aussi ce qui va être traité dans chacun de ces projets. On va revenir rapidement sur la genèse du programme, d'où ça vient. Ceux qui étaient là la journée du 14 novembre ont participé très très activement dans un brainstorming par rapport à différentes propositions, hein, sur tout un ensemble d'axes qu'on voit là ici dans le centre des Marguerites en jaune-orange. Donc il y a eu beaucoup d'idées là qu'on a récupérées, qu'on a analysées, qu'on a brassées. Et puis bon, sans rentrer dans le détail, hein, il y a eu tout un cycle derrière d'incubation en partant de ces idées issues de la journée pro du 14 novembre, de discussions avec le conseil d'administration, de cadrage des projets avec les différents porteurs de projets pour arriver aujourd'hui au lancement finalement, en tout cas à la présentation et au lancement la semaine prochaine de ces différents projets. Alors les projets de 2025, bon je ne vais pas les détailler ici, mais on a un projet sur la dimension des soft skills de l'architecte. Hein. Donc ça, c'est une dimension qu'on cherche à développer fortement au sein du club, hein, depuis plusieurs années. Et cette année, donc, c'est sur la dimension de la contribution de l'architecture d'entreprise dans des dynamiques de collectif. Et les dynamiques collectives, il y en a plusieurs dans l'entreprise, dans le cadre des transformations. Donc comment vivre et accompagner ces transformations. Donc c'est Pierre Néner et Vanessa Boué qui animent ce projet et qui vont nous le présenter dans quelques instants. Un autre projet, donc, c'est sur des échanges sur les dynamiques en termes de démarche d'architecture d'entreprise, la maîtrise des activités d'AE et puis aussi comment évoluer, comment progresser, améliorer cette démarche d'architecture d'entreprise au sein de la DSI et au sein de l'entreprise en général. Donc ce projet-là, en fait, il est issu des travaux qu'on a menés l'an dernier sur l'indice de maîtrise de l'AE et avec Philippe, on va vous en parler tout à l'heure. Troisième projet. On a à cœur, hein, depuis quelques années, de travailler sur les dimensions d'éco-responsabilité et du rôle de l'architecte d'entreprise dans ces démarches de sobriété numérique. Et donc cette année, on va travailler plutôt sur une dimension de feuille de route de sobriété numérique avec une forte connotation de benchmark entre différentes approches d'entreprise. Et puis, oui, alors là, c'est à peine lisible, mais on a un projet donc sur data et IA, continuité ou révolution pour l'architecture d'entreprise. Donc ce projet s'inscrit bien évidemment dans les préoccupations qui montent, je dirais, dans toutes les entreprises. Donc il est animé par Julien et Richard, qui l'an dernier avaient animé un projet sur la dimension éthique vis-à-vis des questions de data. Et donc là, on va élargir ça, je dirais, à tout ce qui est autour de l'IA et donc de son articulation avec l'architecture d'entreprise. Et puis le cinquième projet qu'on lance cette année, il s'agit de comment mesurer la dette du SI, donc s'attaquer à cette énorme question, cet énorme problème qui prend différentes dimensions, techniques, technologiques, fonctionnelles, adéquation au métier. Et donc comment mesurer et traiter la dette de son SI et dégager des enseignements pour l'ensemble de la communauté du club. Alors par ailleurs, bien évidemment, vos propositions étaient très riches hein, suite au mois de novembre. Donc on ne pourra pas tout aborder, mais il y a d'autres thèmes qu'on va aborder plutôt au travers d'événements qui vont compléter, je dirais, les attentes, enfin, l'accession aux attentes que vous avez exprimées. Un point qu'on n'a pas encore lancé sous forme d'un projet, on va l'aborder cette année sous forme d'un événement, la question de la collaboration architecture et cybersécurité. Donc là aussi un point très, très délicat, de plus en plus délicat au sein de nos organisations. Un point qu'on n'a jamais abordé, je dirais, clairement au sein du Club Urbain, le rapprochement de la partie SI industrielle et SI de gestion. Dans le passé, deux SI qui étaient, on va dire, relativement cloisonnés, mais qui maintenant, de plus en plus, interagissent les uns avec les autres. Donc ça, on va aussi l'aborder dans le cadre d'un événement. Et puis, il y a un point qu'on aimerait bien aborder en regard de l'ampleur des attentes qui a été exprimée.
on n'a pas encore complètement la certitude de pouvoir le faire cette année, c'est de creuser le sujet de l'ouverture, l'interopérabilité des SI en termes d'entreprise étendue, mais entreprise étendue dans les années 2020, qu'est-ce que ça veut dire et quel est le rôle de l'architecture d'entreprise dans ce cadre-là. Donc si on en a la possibilité, on l'abordera aussi dans l'année. Je vous propose de démarrer avec la présentation de la contribution de l'AE au collectif, à 2 voix par Vanessa et Pierre. Bonjour à tous. Voilà, Pierre et moi, on interagit avec le Club Urbain maintenant depuis 3 ou 4 ans et on travaille sur des sujets de leadership. Alors on a visité un petit peu le leadership de l'AE, comment s'affirmer, comment prendre sa place. Et cette année, on a envie de commencer à parler un petit peu du nous, de comment on interagit. Vous êtes dans des positions souvent transversales, avec des équipes souvent très différentes. Et on a envie de se questionner. C'est quoi faire équipe quand on est dans un regroupement transversal qui n'est pas forcément encore une équipe? Et comment on va agir pour créer des équipes et pouvoir mieux travailler en collaboration transversale? Oui, tout à fait. D'ailleurs, merci Laurent tout à l'heure de nous avoir parlé du culturel, parce que c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, on va se poser une petite question, un petit test. On va jouer. Vous êtes prêts à jouer? Même ceux qui sont à distance, ils ont le droit de jouer aussi. Imaginez que je vous propose de monter une tour en cure-dent et en pâte à modeler. Vous voyez le petit jeu sympathique à faire. Et je vais vous répartir en groupe de 5 et je vais distribuer des rôles aléatoirement. Donc vous voyez les rôles qui sont affichés ici, donc l'architecte, l'ingénieur, le constructeur, le contrôleur et un économe, parce que FinOps, ça c'est important quand même. On l'a dit juste avant. Donc, et puis une fois qu'on a fait ça, c'est moi qui vais choisir à la fin la tour la plus haute et la moins chère. Et vous avez 4 minutes. Et moi, comme je suis une fille, je vais changer d'avis un peu tout le temps en fait. Un coup, je vais vous demander une tour comme ci et un coup, une tour comme ça. C'est normal. Et au bout de 4 minutes, donc, on ramasse les copies. Et puis tous ceux qui n'ont pas gagné, je les vire. Oh normal, on ne s'embarrasse pas quoi. On ne s'embarrasse pas. Non. Et si m'appelez Vladimir, en plus, vous seriez tous au goulag. C'est sympa comme jeu, hein. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire, ce genre de truc? Vas-y, Vanessa, raconte-nous. Chacun, on est d'accord, on va tous essayer de tirer la couverture à nous. Je suis ingénieur, je veux faire une belle tour. Je suis l'architecte, en fait, je veux déjà faire une tour, mais Guéry, en fait, c'est rien. Je vais faire mieux que lui. Je suis ingénieur, je vais m'atteler à mettre les plus beaux matériaux, je vais faire des calculs de fou parce qu'il y a de la torsion, ça m'intéresse. Je vais m'éclater avec mes modèles de calcul. Et puis, en fait, on se rend compte que les visions de chacun, de l'économe, de l'architecte, de l'ingénieur, de la personne qui va être en charge de la sécurité, finalement, on va avoir tous des visions différentes, on va vouloir construire la même tour, mais en fait, on va la prendre tous par des bouts différents et avec des implicites complètement différents. Et donc, nos tactiques pour réussir vont être différentes. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont s'atteler sur la norme, il y en a qui vont s'atteler sur la créativité, d'autres qui vont s'atteler sur le calcul. Et donc, on va tous prendre un même problème avec des entrées qui ne vont pas être convergentes. Et donc, il y a un certain leadership qui va se mettre en place dans l'équipe. Il y en a qui vont prendre naturellement le leadership sur l'équipe. Mais faisant ça, ils vont forcément ou potentiellement éteindre d'autres personnes qui ne vont pas arriver à s'exprimer. Et donc, on va passer à côté d'innovation, on va passer à côté d'idées, on va passer à côté de solutions. Et on risque aussi de créer de la frustration, de mettre à mal l'équipe qui ne va pas se sentir forcément encouragée, écoutée et mise en situation de réussir. Merci Vanessa. C'est sympa comme jeu, hein? Vous avez déjà vu ça quelque part? Non, ça n'arrive jamais ça en entreprise. Pas avec les mêmes mots. Alors qu'est-ce qu'on va vous proposer, nous, cette année? On va vous proposer à faire un travail, justement, entre le jeu et le nous. Les années précédentes, on a été beaucoup sur le jeu. C'est quoi ma conscience de moi? C'est quoi, comment je fais ce que je fais? Comment je suis conscient de ce que je fais? Quelle posture de leader je prends quand je fais ce que je fais? Comment je suis dans la relation? Donc on a la conscience de la relation. Quand j'interagis avec l'autre, c'est quoi mon impact quand j'interagis? Je parle de telle manière.
que ça se passe quand j'écoute d'une autre manière, et ainsi de suite. Dans la conscience de la relation. L'année dernière, on a commencé un petit peu sur la conscience systémique, à travailler à la fin sur un petit peu de complexité, systémie et des choses comme ça. Donc là, on va jouer un peu plus large. Donc, on va travailler sur justement qu'est-ce qui fait équipe profondément. Donc là, typiquement, l'architecte, il est dans une équipe. Souvent, l'architecte, je trouve qu'il est tout seul, bien sûr, mais ce qui arrive. Mais en général, il est dans une équipe à laquelle il est rattaché. Mais il interagit avec d'autres équipes, les projets, les initiatives, les missions, et ainsi de suite. Donc ça peut générer des conflits de loyauté, ça peut générer des dissensions, des conflits éthiques, des petites frictions. Et il y a un côté aussi qui est très important, c'est le côté interculturel. Alors l'interculturel, on pense beaucoup aux cultures pays, mais les cultures pays, c'est quand même un petit bout des choses. Entre le commercial et l'ingénieur, il n'y a pas la même culture. Déjà, entre le développeur et le type du run, c'est pas la même culture non plus. C'est-à-dire qu'on ne s'attache pas aux mêmes choses. Donc il y a des modèles d'interculturalité que l'on va pouvoir investiguer dedans et donc passer à qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble en termes de mission, en termes de posture. Je reprends les mots de Laurent tout à l'heure, parce que nous on parle beaucoup de posture aussi. Et donc qu'est-ce qui fait culture en tant que telle. Et comme on l'a vu pour ceux qui ont suivi des épisodes précédents, dans les années précédentes, on parlait du jeu intérieur qui mène le jeu extérieur. Le jeu intérieur, c'est la culture et ce que vivent les gens. Et le jeu extérieur, c'est en fait les compétences, la partie organisationnelle dont on parle. Et cette partie culture est l'élément qui est sous-jacent et indispensable pour que le reste fonctionne. Et donc, les objectifs du projet, c'est comprendre des situations. Il y a un monsieur là-bas qui m'a dit qu'il fallait que j'aille plus vite, donc je vais aller plus vite. Utiliser nos ressources avec les parties prenantes en tant que telles. En termes d'engagement, il y a un mot qui est important, un mot-clé qui va être transformation. Donc on va avoir des mots-clés comme posture, transformation, leadership et culture. Ça va être les mots-clés principaux. Et on va développer des capacités de prise de recul. Et pour ça, on va s'organiser en ateliers en tant que tel, 5 ateliers sur l'année. Donc si vous êtes intéressé de construire l'immeuble du Puy sans vous taper dessus, eh bien vous serez les bienvenus parmi nous. Eh ben, en tout cas, merci. Donc sur ce projet, échange sur les dynamiques d'architecture d'entreprise, maîtrise des activités de l'architecture d'entreprise et plan de progrès. Donc on est sur le registre de comment les uns et les autres, dans nos entreprises finalement, on arrive à mettre en place cette dynamique, cette démarche, sur quel point on est très à l'aise, sur quel point on l'est un peu moins, et comment maîtriser une dynamique d'évolution choisie, assumée. Donc le projet, en fait, fait suite au projet qu'on a mené l'an dernier sur la définition de l'indice MAE, de son petit nom, donc l'indice de maîtrise de l'activité d'architecture d'entreprise, qui a pour objectif, pour le rappeler rapidement, un premier objectif de diagnostic photo, apprécier une situation en termes de couverture, de maîtrise, dans la réalisation des différentes activités décrites dans la trame des activités de l'architecture d'entreprise. Donc sur l'ensemble du terrain de jeu, comment on l'investit, qu'est-ce qu'on occupe bien, qu'est-ce qu'on n'occupe pas encore, qu'est-ce qu'on occupe de façon balbutiante. On cherche aussi, au travers de cet indice, à évaluer le rôle de l'architecte dans la démarche numérique responsable. Mais surtout, on est dans une dynamique participative, collaborative, donc de prise de conscience entre tout un ensemble d'acteurs au sein du département architecture d'entreprise, mais avec les parties prenantes de la situation dans laquelle on est. Et c'est aussi cet indice aussi cherche à faciliter la définition d'objectifs de progrès, de dynamique d'évolution. Alors les objectifs du projet 2025, on est en fait sur un projet qui s'est construit sur la base d'une expression forte des attentes des membres du projet l'an dernier et qui a été renforcée aussi en novembre dans l'exercice de brainstorming sur nos attentes pour cette année. Sur les objectifs donc 2025, on va essayer de continuer donc ces échanges puisqu'on a eu une belle dynamique l'année dernière avec 12 entreprises qui ont participé au niveau des tests. Et donc on va vouloir en particulier essayer de
de continuer ces échanges sur des best practices, d'essayer d'identifier des tendances, quelles sont les problématiques qui sont adressées majoritairement par les entreprises, tout ça dans un cadre objectivé, donc en utilisant la trame et les éléments d'indice qu'on a positionnés. Et si on le peut, pour revenir sur des aspects aussi d'échange et de dynamique de groupe, pouvoir partager sur des plans de progrès. Alors les sujets abordés, bon, on en voit le périmètre. Il y a quand même déjà une première distinction à faire, c'est que l'architecture d'entreprise n'est pas mise en place, menée uniquement par les architectes d'entreprise, on le sait bien. Donc sur le terrain de jeu de l'AE, on a des activités sous responsabilité directe de l'architecture d'entreprise, mais on a des activités qui sont sous responsabilité d'autres parties prenantes. Donc on vise à avoir des échanges sur l'ensemble de ce scope, à la fois sur la situation actuelle, partager des pratiques, des activités. Là, on est plutôt dans une logique de benchmark entre les entreprises. Et puis partager aussi les modalités de collaboration avec ces acteurs tiers et comment améliorer finalement cette dynamique de collaboration avec des acteurs tiers qui sont sur le terrain de jeu de l'architecture d'entreprise. Et puis l'autre point, c'est en termes de situation cible, en termes de dynamique d'évolution, là aussi, partager des tours de main des uns et des autres sur comment les uns et les autres ont pu progresser sur tel ou tel sujet et en tirer des enseignements qui puissent être réutilisés peut-être dans sa propre entreprise. Alors, ce qu'on va faire cette année, donc, on va essayer de continuer à avoir une dynamique autour du projet. Et donc, si on veut aboutir à des résultats à la fin de ce projet, on a un premier jalon qui est d'arriver à partager des constats. Et donc, ça veut dire utiliser la grille d'évaluation qu'on vous propose dans vos entreprises, pas forcément sur tout le périmètre, hein, puisque ce qu'on souhaite faire en tout cas, c'est pouvoir partager des constats à un horizon donc, qui est fin avril. Pourquoi ? Parce que derrière, si on veut retravailler ensemble, on va pouvoir le faire dans le courant du mois de mai, mais on sait très bien que c'est pas idéal. Et puis ensuite avoir quelques ateliers. Donc ce qu'on va ce qu'on va vous proposer, c'est de réaliser des cotations en ayant une idée qui est d'arriver à un résultat qui vous intéresse dans vos entreprises pour qu'on puisse consolider et passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est pouvoir partager ensemble des situations et se dire sur certaines évaluations, on voit que certaines entreprises sont très avancées. Est-ce qu'il y a des best practices qu'on a envie d'échanger et de partager ensemble? Donc ça, c'est un des premiers objectifs. La deuxième partie qu'on souhaitait travailler de façon collective, c'est plus des dynamiques d'échange. Et là, c'est pas par rapport à l'existant, mais c'est plutôt par rapport à la cible où on veut se positionner dans les années qui viennent. On a quelques points durs qu'on souhaite traiter. On ne sait pas forcément comment le faire. On voit que d'autres pourraient éventuellement nous aider sur ces sujets. Est-ce qu'on peut partager justement quelques recettes et les traiter collectivement? Donc là, on serait plutôt un petit peu dans de la co-construction si on y arrive. Pas dans le détail, puisque évidemment les entreprises ne veulent pas forcément partager le détail, mais au moins essayer de partager des recettes. Voilà ce qu'on vous propose cette année. Voilà. Donc je continue. On a mené un travail sur la partie sobriété numérique qu'on souhaite continuer cette année.
Donc la première partie on avait traité donc l'année dernière des sujets sous une forme donc assez complète. On est arrivé à des conclusions. On sait que ce sujet c'est un sujet stratégique, mais c'est pas un projet limité dans le temps. Donc il faut le travailler, il faut continuer à le travailler. Donc c'est ce qu'on on vous propose de faire cette année. Ça dépasse le périmètre exclusivement de l'architecte, puisque c'est aussi la DSI et c'est aussi l'entreprise. Donc ça suppose de mobiliser des acteurs qui sont parfois un peu au-delà de la cellule d'architecture. Et donc on va essayer de travailler donc, cette année sur des objectifs relevant de la DSI avec 4 thèmes qu'on souhaite aborder. Donc on va le faire sous une forme, on voit au travers du rapport du Green IT de l'année dernière qu'on a une tendance qui est plutôt une augmentation des impacts côté cloud. Donc c'est un des sujets qu'on souhaite adresser au travers à nouveau plutôt d'une démarche de type benchmarking qu'on avait initiée l'année dernière, c'est-à-dire partager un petit peu vos tendances et voir dans quelle mesure ça évolue, puisque jusqu'à présent on était plutôt sur des devices, des équipements qui avaient des impacts forts de ce côté-là. Et là, on sent qu'on est plutôt sur un déplacement. Donc, ce qu'on souhaiterait, c'est effectivement pouvoir partager des tendances et ensuite travailler plutôt sous forme toujours d'échange, puisque c'est l'ADN du club, des aspects liés au service cloud. Est-ce qu'il y a des modes d'emploi qu'on peut partager? Qu'est-ce qu'on fait avec l'arrivée de l'IA? Comment on peut essayer de travailler des conditions de maîtrise de l'impact, et puis plus largement, on aura une autre intervention tout à l'heure sur la partie Green IT. Il y a d'autres éléments globalement qui peuvent être partagés, comme des green scores, de l'éco-conception, enfin tout un tas de techniques qu'on peut aussi partager ensemble, et c'est le dernier sujet qu'on souhaite aborder ensemble. Alors, en termes de démarche, vous m'entendez ou pas? Oui. Okay. Donc, en termes de démarche, pour faire tout cela, la semaine prochaine, on a un atelier de lancement. On va, comme d'habitude, organiser le projet. Bon, comme vous l'avez entendu, on a toute une partie benchmark, donc on va avoir besoin de gens qui vont venir avec leurs informations. On a déjà un peu testé ça l'année dernière. Avec AXA et avec Michelin, on vous proposera un template. On ne part pas d'une feuille blanche. Mais l'idée, ça sera de définir les axes sur lesquels vous voulez vous benchmarker et bien évidemment identifier les gens qui vont vouloir participer activement et donc nous proposer leur évaluation. On s'engagera sur une date de retour pour savoir quand est-ce qu'on aura ces informations, quand est-ce qu'on pourra les analyser. Derrière ça, on fera le travail d'analyse, les retours d'expérience, et on essaiera, en fonction de vos appétences et des axes que vous aurez identifiés, de voir quelle pourrait être une feuille de route de progression et voir comment on pourrait mettre ça en œuvre. On aura aussi 3 ateliers de retour d'expérience sur les sujets que Philippe a mentionné tout à l'heure. On a eu pas mal de demandes de c'est quoi une architecture éco-responsable? Est-ce qu'on peut avoir des blueprints d'une architecture éco-responsable? Alors la réponse est non, pas vraiment, parce que ça devient très vite spécifique, soit à votre entreprise, soit à vos stacks technologiques. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir des gens qui viennent vous expliquer quelle est la démarche qu'ils ont mise en œuvre, quels sont les résultats qu'ils ont obtenus, et sur quel périmètre, et en gros, quelle est l'architecture qu'ils ont déployée. Ça, par contre, ça peut être riche d'enseignement. Le cloud, ce que disait Philippe tout à l'heure, on voit, c'est pas un secret, qu'il y a une grosse bascule vers le cloud. On remplace un peu moins nos devices, donc l'impact est un peu moindre. Par contre, et notamment avec l'IA, on a l'impact du cloud qui monte en flèche. C'est sans doute intéressant de regarder, on parlait de FinOps, mais du cloud, mais tous les clouders donnent aussi sur les factures ou sur des calculettes,
votre impact carbone, mais il va falloir quand même le décrypter. Hein. Est-ce qu'il y a du scope 3, est-ce qu'il y a du scope 2? C'est pas toujours exactement les mêmes choses qu'on donne. Est-ce que c'est du market-based, du location-based? Bon, il y a un peu de greenwashing derrière tout ça, et ça vaudra la peine, à partir de vos retours d'expérience, de regarder comment on peut analyser ces données-là. Et puis on travaillera avec le projet data qui passe juste après nous, je crois, ou peut-être dans un ou deux projets, pour voir comment on peut faire sur l'IA, qui est bon, évidemment incontournable. Hein, on entendait tout à l'heure qu'on obtient des résultats fabuleux, et c'est ce qu'on entend partout, c'est forcément vrai, vous le constatez probablement. Ceci étant, comment est-ce qu'on peut avoir un usage raisonné de l'IA en termes de consommation de data et puis en termes d'impact carbone? Hein. Une requête ChatGPT, c'est 40 requêtes Google. Si on fait exploser les volumétries, on va vite avoir des difficultés. Voilà. Donc ça, c'est le programme pour ce projet pour cette année, et nous espérons vous voir nombreux. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Richard Villanueva. Donc, je vous présenterai tout seul parce que Julien, il a pas pu joindre à moi aujourd'hui. Alors, j'ai un peu changé. La photo, c'était pendant le confinement, j'étais en prison à l'époque avec ma barbe et tout. Bon, on prend un peu d'âge, mais sinon, c'est bien moi. Donc, cette année, on veut vous parler de l'IA et de la data. La question qu'on se pose, c'est ensuite déjà du projet de l'année dernière sur la data qui avait été menée par Julien, moi et également notre ami qui vient de passer, qui est juste là. Mais bref, les initiatives IA Data, vous voyez qu'il y en a partout en entreprise, mais on se pose quand même la question, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? L'IA, la data, c'est des choses qu'on manipule depuis des années, peut-être même 20, 25 ans, peut-être même 30 ans. Je parlais avec quelqu'un qui me disait qu'en tant qu'étudiant, son thème majeur, c'était l'IA. Donc, il se pose quand même la question, est-ce que c'est une vraie révolution dans nos entreprises ou est-ce que c'est une continuité de notre travail en tant qu'architecte? Voilà, l'idée, c'est d'aborder vraiment ce thème. On a 3 questions clés qui sont affichées. Est-ce que donc ça s'intègre naturellement dans notre système informatique? Est-ce que c'est des changements majeurs? Ou est-ce que finalement, après tout l'époque, les innovations qu'on fait sur les plateformes cloud, qui elles sont plus récentes, avec tous ces nouveaux moteurs LLM, etc., qu'on teste dans ces plateformes d'innovation accélérées par les clouds externes, est-ce que tous ces éléments aujourd'hui passent à un cap et on arrive à un moment d'industrialisation massif et avec une vraie révolution dans nos pratiques? Alors, je ne vous ai pas mis le mode de travail qui sera sensiblement le même que celui que vous avez vu tout à l'heure. Les modalités de travail, c'est 4 à 6 ateliers, des réunions et un événement majeur en journée pro comme les autres groupes. Mais par contre, on vous a affiché quelques sujets. Donc, pour vous faire un petit teasing, on le verra en kick-off webinaire aussi la semaine prochaine. Donc, est-ce que les architectures et les pratiques pour industrialiser l'IA et la data, quelles sont les nouveautés? On va explorer un peu ces aspects en termes de MLOps, data platform, etc. On va regarder un peu les initiatives nouvelles et la continuité des pratiques traditionnelles pour les mettre en opposition, en contraste. Sur l'IA générative qu'on voit partout, est-ce que c'est un effet un peu nouveau, qui va s'effondrer, qui existe depuis longtemps? Qu'est-ce qui est spécifique et qu'est-ce qui est pareil avec les autres initiatives? On va travailler avec le groupe sur l'éco-responsabilité. On l'a vu tout à l'heure. Voilà, ça c'est génial aussi. Et puis au milieu de tout ça, des initiatives nouvelles ou des continuités, on va quand même se concentrer sur le rôle de l'architecte d'entreprise dans l'intégration de toutes ces pratiques. Puis ça sera tout pour ce dernier projet, en espérant vous voir nombreux. Bonjour à tous. Vous allez avoir qu'un chevalier aujourd'hui, mais bon, on sera avec Guillaume pour les prochaines étapes ensemble, pour effectivement vous parler de la dette du SI.
Alors c'est un sujet, je pense, qu'on rencontre tous dans les DSI. On est tous confrontés au vieillissement des systèmes d'information, des technologies qu'on utilise. On est souvent amené à faire un peu des workarounds dans les projets. Et puis on a aussi des annonces, je sais pas, d'éditeurs ou autres qui à chaque fois nous mettent en difficulté et nous génèrent de la dette qu'il faut savoir traiter, mesurer, qualifier. Et c'est ce qu'on va vous proposer de faire là, dans cette année au travers de ce projet. C'est à la fois de qualifier les natures de dette ensemble, basées sur un peu les pratiques au sein du club que vous pouvez avoir, et puis de voir quelles sont peut-être les approches, les techniques pour apurer cette dette, la gérer au mieux, sachant qu'on sait bien que de toute façon c'est un sujet qu'on aura toujours à traiter. Alors, bien sûr que ce qui est en jeu quand on parle de dette, c'est notre difficulté à s'adapter, à innover, parce que la dette, on est dans des situations, on a des technologies vieillissantes et dans lesquelles finalement c'est autant de freins pour pouvoir investir et traiter de nouveaux sujets. Donc c'est pénalisant pour les équipes qui ont à traiter et à gérer l'évolution de leurs produits et de leurs systèmes dans ces cadres-là. C'est bien sûr des logiques et ça génère des coûts. Potentiellement, les technologies vieillissantes, c'est des ressources, c'est des éléments à maintenir qui grèvent les budgets. Et ça génère de la complexité, de la fragilité, potentiellement des risques vis-à-vis de l'entreprise. Et donc, derrière ce sujet-là, on a quand même tout un tas d'enjeux de différentes natures, que ce soit au niveau des entreprises, des différents métiers qui ont des difficultés à faire évoluer et on a des difficultés à répondre à leurs besoins. Donc, c'est tout ça qui est en jeu derrière ce sujet. Et ce qu'on voudrait aborder dans le cadre du club, c'est justement cette année, c'est de se voir comment on va qualifier les dettes. Quels sont les critères qui nous permettent de mesurer leur impact, de les valoriser et d'établir des politiques efficaces pour les traiter. Et donc on va s'appuyer pour ça sur des sessions de travail avec vous et essayer sur la base de vos retours d'expérience de faire dresser un état de l'art des pratiques et sachant qu'au-delà de vos expériences, on a en tête de potentiellement faire intervenir d'experts d'observabilité pour voir ces acteurs-là, comment finalement ils peuvent être des alliés avec nous pour, sur la base de l'observabilité des systèmes, nous aider à qualifier les sujets et justement avoir des bonnes politiques. Alors on a a priori aussi un mardi de l'Urba qu'on essaiera d'organiser en avril ou mai sur le sujet. Voilà. Donc juste, je pense que mardi, mais vous avez tous les programmes, mardi avec Guillaume, on sera heureux avec vous un peu qualifier et définir comment on va traiter ce projet-là cette année.